Ça tombe bien parce que le prochain intervenant est un navigateur confirmé. Il détient de nombreux records sur la mer et il a remporté maintes compétitions. Mais ce n'est pas dans cette optique qu'il est là. Ce n'est pas dans cette optique qu'il est là aujourd'hui. Son objectif sera plutôt de vous faire redécouvrir les océans de la planète bleue. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Yvan Bourgnon. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On va aller un petit tour sur la mer, comme on vous l'a dit. Donc je suis là pour vous parler d'un projet qui s'appelle The Sea Cleaner et de vous parler un petit peu de la pollution maritime de manière globale et d'essayer de trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui on vous parle beaucoup de pollution en tout genre, de réchauffement climatique. Et en général, tout ça est très anxiogène et finalement on manque un petit peu aussi de solutions et d'objectifs de trouver des solutions dans le futur. Et on va essayer de mettre notre pierre à l'édifice pour contribuer à ça. Alors moi, je reviens un petit peu en arrière, je repars dans mon enfance. Donc à l'âge de 8 ans, je repars sur un tour du monde en famille, de 8 à 12 ans, sur un voilier. À l'époque, une navigation très épurée, très dépourvue de technologie. Et puis là, un bonheur incroyable de naviguer pendant toutes ces années sur une eau parfaite, une eau pure, une eau complètement dégagée de toute pollution. Et voilà, mes souvenirs d'enfance étaient là. Et puis ensuite, retour à la réalité, retour à la civilisation, des années passées à faire des études, et puis retour à la compétition, retour au grand large, les routes du Rhum, les transats Jacques Vabre, et puis là, de nombreux abandons, de nombreuses collisions avec les containers notamment, puisque aujourd'hui on rejette à peu près presque 10 000 containers par an à la mer. Et ces collisions, déjà, m'ont interpellé quand même. M'ont dit, non seulement on risque notre vie en tapant ces containers, mais en plus, c'est une pollution démentielle, sachant qu'il y a seulement 10% des containers qui restent à la flottaison, parce que les autres finissent au fond de l'eau. Et puis, bien sûr, tous les objets flottants non identifiés, qui peuvent être de toutes sortes de déchets en tout genre, dont on ne sait pas forcément ce que c'est, puisque tellement on va vite sur l'eau aujourd'hui. Et puis là, plus récemment, un tour du monde qui a duré 2 ans, de 2013 à 2015, où là, j'ai fait le choix de repartir sur un tout petit bateau, un cata de sport, un tout petit catamaran qui est dépourvu d'électronique. Et là où je navigue complètement à ras de l'eau, je suis vraiment sur un bateau qui fait 500 kilos. Et là, je vis au fil de la nature, au fil des eaux. Et effectivement, dans l'océan Indien, entre l'Australie, on va dire, en longeant l'Indonésie, le Sri Lanka, la mer Rouge, là, je vois une mer qui est complètement transformée. Et surtout, je subis pleinement cette pollution avec des objets qui tapent sur les coques, avec des filets qui freinent littéralement le bateau, avec une vision parfois d'horreur de tous ces sacs plastiques à perte de vue. Ça m'est arrivé de m'arrêter et de compter jusqu'à 100 déchets autour de moi. Et puis évidemment, quand on est sur un petit bateau comme ça, on regarde l'horizon de manière permanente et ça tombe sous les yeux de manière régulière. Et puis la mer Rouge, là, c'est carrément une mer d'hydrocarbures, parce que maintenant les bateaux dégazent purement dans cette mer. Et puis retour en France, et là, forcément très choqué de cette expérience. Je me réveille et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour agir et pour aller ramasser ces déchets plastiques? On ramasse nos déchets aujourd'hui devant nos portes, on ramasse même les mégots dans les rues. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand même pour agir? Alors là, on se rend compte qu'il y a quand même des belles actions qui sont menées pour nettoyer les plages, pour mettre des systèmes qui vont bien dans les marinas pour récupérer les déchets, dans un proche littoral éventuellement. Mais pour aller chercher des déchets en pleine mer, rien du tout. Donc là, effectivement, c'est là que nous est venue l'idée de créer Sea Cleaner, un concept original avec un bateau qui serait mobile et qui pourrait aller, pourquoi pas, chercher ces déchets en mer. Donc là, on a créé une équipe et surtout, on a fait des études de faisabilité. Et puis, on s'est rendu compte au fil de ces études, en réalisant un monstre bateau qui serait très, très grand, que finalement, on pourrait peut-être imaginer ramasser jusqu'à 600 mètres cubes de plastique. Alors, il faut savoir que la pollution du plastique dans les océans, c'est à peu près 8 millions de tonnes aujourd'hui de plastique qui sont déversées chaque année dans les océans. Donc, c'est de manière volontaire ou de manière indirecte. Les pêcheurs, par exemple, c'est 15% de la pollution maritime. Ils ne font pas exprès de perdre leur filet ou de perdre leur boule de polystyrène, mais malheureusement, elle existe. Et puis, c'est la bouteille d'eau qui est perdue à 200 km des côtes au bord d'un ruisseau, qui finit dans le ruisseau, dans le fleuve, et qui finit forcément toujours à la mer.
Aujourd'hui, il faut savoir concrètement que la population va passer de 6 milliards d'habitants à 9 milliards dans 2050 et que la pollution de ces plastiques elle va quasiment tripler, malgré tous les efforts que vous allez faire. Vous allez faire changer les habitudes, vous allez avoir une industrie qui est beaucoup moins polluante, et malgré tous ces bons capteurs, tous ces bons chiffres, la pollution va tripler. Donc effectivement, il faut intervenir en haut sur le robinet, mais pas seulement, il faut intervenir aussi à la mer, parce que ces 8 millions de tonnes qui vont devenir 25 millions de tonnes, il faut bien en faire quelque chose. Ce plastique, c'est aussi c'est pas seulement un déchet, c'est vraiment une matière première. Et c'est là qu'il y a des choses à faire qui sont concrètes, parce que ces populations, ces Philippins qui gagnent 80 $ par mois, ils ne se rendent même pas compte que finalement ils jettent à la mer des billets de dollars, et des billets de dollars qui pourraient servir à quelque chose, parce que 1 kg de plastique, c'est égal à 0,8 litres de pétrole. Donc ça peut être réutilisé. Surtout le plastique qu'on récupère de la mer, parce que le plastique qui flotte et qu'on récupère dans la mer, forcément il est assez pur. Tant qu'il n'est pas trop chargé de fluor, il est encore assez pur, il n'est pas chargé de métaux ou d'autres matières. Donc on peut vraiment le recycler à peu près à 80%. Quoi. Donc je vous propose de découvrir un petit film de 2 minutes qui présente un petit peu le projet, et je vous en reparle après. Et voilà, une bouteille de plus. Du liquide vaisselle, là, ça vous intéresse? Voilà dans quoi j'ai navigué pendant près de 200 jours pendant mon tour du monde. C'est absolument ignoble. Quand j'étais en Asie du Sud-Est, clairement, il fallait que je stoppe le bateau tous les quarts d'heure pour enlever les morceaux de plastique. Il faut vraiment taper du poing sur la table aujourd'hui et intervenir. Aujourd'hui, on a à peu près 2 morceaux de plastique sur la planète océan pour 5 poissons. En 2050, c'est 1 morceau de plastique pour 1 poisson. On a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui tous les ans sont déversées dans les océans. La Mota, c'est tout simple, c'est le camion poubelle de la mer et il peut ramasser tout type de déchets. Alors évidemment, principalement le plastique parce que c'est ce qui flotte en surface avec notamment les filets. On a imaginé d'abord le plus grand bateau possible pour avoir le plus d'envergure possible. Donc on mesure 72 mètres de large. Ce bateau est capable déjà de ramasser 300 mètres cubes de déchets en seulement quelques semaines. L'intérêt justement du Manta, c'est justement que c'est un navire. Donc il peut se déplacer et on sait aujourd'hui que sur les zones côtières, c'est-à-dire sur les zones où le plastique est récemment mis à l'eau, il est assez concentré, qu'on peut agir là sur le plastique pendant qu'il est encore sous forme de macro-déchets, c'est-à-dire pas encore dégradé dans l'océan. Je crois qu'un bateau comme le Sea Cleaner déjà aura une valeur d'exemple et une valeur médiatique. C'est plus du marketing là, c'est hisser les couleurs d'un monde plus propre sur les océans. Sea Cleaner peut devenir un symbole comme on en a besoin pour forcer les États à prendre des décisions et à faire respecter les règles. On ne peut pas continuer à polluer nos océans, continuer à avoir des dauphins, des tortues qui meurent. Il faut agir et ça passe par des bateaux comme des Sea Cleaners qui peuvent eux justement ramasser ces déchets-là. Un bateau qui pourrait ramasser tout ce plastique ou une partie de ce plastique et le recycler, ça serait aussi formidable. Je pense qu'il faut être optimiste que l'humanité est capable du pire. On en a souvent la preuve, mais qu'elle est capable du meilleur. Aujourd'hui, le The Sea Cleaner, ce n'est pas de la communication, c'est un projet simple, la construction d'un bateau, la capacité de ramasser 300 mètres cubes de plastique tous les mois. Il faut du résultat et il n'y a que ça qui va compter pour nous, quoi. Alors pour comprendre un petit peu le cycle de vie d'un plastique, le sac plastique ou la bouteille d'eau qui se retrouve à la mer, en gros elle reste dans sa forme originale à peu près pendant 1 an. Donc elle va dériver pendant 1 an, alors plus ou moins en fonction évidemment des zones où il y a du courant ou pas. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Là, en général, la flore va pousser dessus. Et pour la plupart des plastiques, à peu près 85% des plastiques, ils vont couler et finir au fond de la mer parce à cause de la densité qui a changé. D'autres plastiques, eux, vont se détériorer, ils vont se décomposer en espèces de microparticules qui sont des billes de plastique d'environ 5-7 mm de diamètre.
Et c'est ce qu'on appelle les gyres océaniques, les océans de plastique, les 7e continents dans le milieu du Pacifique, dont vous avez tous entendu parler. Ce ne sont pas des champs de plastique, hein. Ce sont vraiment des plastiques qui sont presque invisibles, mais qui sont sur des colonnes d'eau de 0 à 100 mètres de profondeur. Et quand effectivement on filtre l'eau par mètre cube, on peut retrouver parfois plusieurs centaines de microparticules de plastique. Et ça, évidemment, c'est souvent au bout entre 2 et 7, 8 ans de dérive, quand les plastiques finissent par partir dans les courants océaniques, que là, ces plastiques, évidemment, sont plus du tout récupérables. Donc, évidemment, l'intervention de CCleaner, c'est quoi? C'est d'intervenir dans la première année de dérive du plastique, tant qu'il est dans sa forme originale et tant qu'il est récupérable. Parce qu'après, essayer de trouver des systèmes pour aller chaluter le fond de la mer ou de ramasser ces microbilles, autant dire que c'est de ramasser une épine dans une boîte de foin. Donc là c'est la mission. Déjà, elle est rude et déjà, c'est le petit colibri qui fait son action pour notre part. Mais là, autant dire que ça serait quasiment impossible. Donc il y a vraiment une vraie urgence d'intervention parce qu'évidemment, la pollution n'attend pas. Et donc le projet du Manta, on est parti, évidemment, vous l'avez vu, hein, sur un bateau très compliqué, qui fait 49 mètres de large, c'est la largeur du canal de Panama, et qui va faire 70 mètres de long. Donc c'est un voilier, parce qu'évidemment, on ne va pas aller dépenser du kérosène ou du gasoil pour aller chercher les plastiques, ça serait une hérésie. Donc on a imaginé un bateau très puissant, avec des mâts qui sont aussi grands que l'Arc de Triomphe, 56 mètres de haut, et qui va fonctionner principalement à la voile dans la plupart du temps. Mais quand il n'y aura pas de vent, il pourra toujours fonctionner avec des moteurs électriques, parce que vous savez, les moteurs électriques sont très propulsifs, ils ont beaucoup de couple, et là, on a l'avantage d'avoir plein des énergies renouvelables qui fonctionnent très bien. 5000 m² de panneaux solaires, parce que le bateau est très large avec ses 4 coques et sa dimension. On a des hydrogènes sous l'eau là qui sont très bien pour fabriquer de l'énergie aussi. Et puis des éoliennes à axe vertical qui vont fabriquer de l'énergie. Les éoliennes, quand on est sur un bateau, c'est encore mieux. Ça n'existe pas aujourd'hui, mais c'est encore mieux parce que le bateau, il se déplace et en se déplaçant, il fabrique lui-même son vent. Donc forcément, le vent qui va souffler dans l'éolienne va être encore plus productif. Donc du coup, le bateau, il est en autonomie complète au niveau énergétique. Et lui, il ne dépense pas, il n'a pas une empreinte carbone quand il va aller ramasser ses déchets plastiques par rapport à d'autres systèmes qui peuvent exister. Donc à partir de là, comment ça va fonctionner? Le bateau, il va être à l'eau, le premier en tout cas, Manta, il va être à l'eau en 2020, après 2 années d'études et 2 années de construction. Là, il y aura un équipage à bord de 15 personnes qui va partir sur les zones les plus contaminées. Donc les zones les plus contaminées, ce sont principalement les zones côtières, vous l'avez compris, de 0 à 100 000, souvent près des grandes villes, comme Hong Kong, toutes ces grandes villes qui polluent énormément, ou à la sortie des grands fleuves, comme le Gange, le Mekong et tous ces fleuves qui déversent énormément. Et aujourd'hui, en plus, avec les données scientifiques qu'on a de météo et de modèles de courant, on arrive quand même assez facilement à imaginer où est-ce qu'elle est cette pollution. Et on va aussi, évidemment, améliorer toutes ces bases de données. Parce que l'objectif de CCleaner, ce n'est pas seulement de collecter ces déchets plastiques, c'est aussi de récupérer des données très fortes sur la pollution des macrodéchets. Il y a eu des expériences et des expéditions intéressantes sur Tara, sur 7e continent et autres, mais c'était plutôt sur des microparticules de plastique. Et c'est souvent des expéditions qui durent seulement quelques semaines, donc qui ramènent des données intéressantes, mais qui sont un petit peu insuffisantes. Là, un bateau qui ratisse les océans, qui ramasse pendant 300 jours par an 600 mètres cubes de plastique tous les 3 jours ou tous les 3 semaines en fonction des zones contaminées, forcément, à chaque fois qu'on ramasse du plastique, qu'est-ce qu'on va faire? On va le quantifier, on va le répertorier, on va le cartographier. Et donc, forcément, la base de données elle va être de plus en plus intéressante. Et avec ces modèles de courant, on pourra même dire, tiens, le plastique qui est rejeté à cet endroit de l'eau, finalement, 3 semaines avant, il a dû être rejeté par le Mekong, par exemple. Et donc, forcément, on va améliorer aussi nos collectes au fil du temps et au fil des années. Et on pourra communiquer encore mieux auprès des populations qui polluent peut-être plus que d'autres, quoi. Donc, évidemment, vous l'avez compris, un bateau, ça ne serait pas suffisant. Il faudrait développer ce bateau. Donc, on va déjà fabriquer le premier et expliquer que ça fonctionne, que ça joue. Mais après, l'idée, quand on aura financé ce bateau avec les mécènes, et c'est bien parti pour, on pourra aller voir les États, on pourra leur montrer les chiffres et leur dire, vous ne croyez pas qu'il faut faire quelque chose. Et
On pense sincèrement que ça ne doit pas forcément rentrer dans un modèle économique forcément viable, même s'il y en a un petit peu, en tout cas sur une partie, parce que le plastique, il se revend, notamment 400 € la tonne. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Quand les camions poubelles passent devant chez vous, ça coûte de l'argent à la collectivité, mais on le fait, quoi. Pourquoi aujourd'hui on n'irait pas dépenser un peu d'argent pour aller récupérer nos plastiques de la mer? Ça ne doit pas forcément répondre qu'à un modèle économique. Et les États, effectivement, doivent être impliqués, les collectivités, mais ils ne vont pas le faire dans un premier temps. Et nous, ce n'est pas notre volonté parce qu'on veut faire avancer les choses rapidement. Vous le savez, avec ces collectivités, c'est toujours très long. Et notre bateau, c'est déjà un projet de 5 ans et on n'a pas envie que ça soit 10 ans ou 15 ans. Mais dans un deuxième temps, effectivement, on ira voir tous ces États, toutes ces collectivités. On ouvrira nos plans en open source pour que tous ces États puissent s'approprier le projet, puissent s'approprier les plans et puissent construire eux-mêmes leurs propres bateaux. On a imaginé que 100 bateaux bien répartis sur les océans, on pense qu'à peu près 95% de la pollution des macrodéchets est répartie sur 5% des océans. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller ratisser toute la surface des océans. Il faut se concentrer sur les zones les plus contaminées. À peu près 60% de la zone la plus contaminée se trouve en Asie du Sud-Est. Donc là, évidemment, il y a un gros boulot. Mais il y a l'Afrique, il y a le golfe de Gambie, il y a l'est de la Méditerranée, il y a la côte ouest des États-Unis. Il y a beaucoup de zones qui sont hautement contaminées. Après ce deuxième volet scientifique de Sea Cleaner, il y en a un troisième qui est peut-être même le plus important, c'est l'éducation et la sensibilisation. Parce que c'est bien de collecter, mais si ce n'est pas pour faire changer les habitudes et les comportements, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que l'objectif à terme, ça serait que dans un siècle, on ne pollue plus du tout. Et donc Sea Cleaner, c'est une plateforme, c'est un bateau, c'est quelque chose de très visuel, de très médiatique. Le bateau est très impressionnant, il sera le plus grand multicoque au monde. Et quand il va se balader, quand il va revenir dans les ports, parce qu'il faudra bien qu'il revienne dans ces ports pour décharger les déchets plastiques, pour faire la maintenance du bateau, et là, le troisième volet va rentrer en action. Et l'équipe de Sea Cleaner qui sera composée de spécialistes de la diplomatie, de l'éducation, de la sensibilisation, pourront convoquer les populations, les décideurs, les acteurs politiques, les gens qui sont concernés dans ces pays-là, et on pourra avoir un message qui est plutôt assez fort, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une saturation de l'écologie pour l'écologie. Vous savez, il y a beaucoup de... Moi, j'ai assisté au COP22, à toutes ces conférences. Il y a énormément de conférences. Il y a 6000 conférences internationales sur l'écologie, vous vous rendez compte? C'est assez catastrophique. Donc, c'est beaucoup de blabla, mais pas beaucoup d'action. Et le simple fait d'être dans l'action, de se retrousser les manches, de ramasser ce plastique et de revenir à quai et de déverser ces 600 mètres cubes de plastique et de dire, vous voyez, là, on a ramassé ces putains de plastique pendant des semaines là devant vos côtes. Est-ce que vous ne croyez pas aujourd'hui qu'on peut faire quelque chose? Et on peut vous aider pour ça, parce qu'il existe des solutions de recyclage, il existe des solutions pour traiter ces déchets, et on peut en faire quelque chose. Et donc là, effectivement, le message est beaucoup plus facile à passer que quand on arrive avec son costard-cravate et qu'on discute devant 20 personnes dans un amphithéâtre. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Ça va prendre beaucoup d'années, beaucoup de temps, mais on compte bien y arriver. Après, je vois toutes ces bouteilles d'eau là sur vos tables. Ça me désespère un petit peu, mais donc je compte sur vous. Prenez votre bouteille avec vous et puis essayez de la trier, parce que déjà le triage c'est une première bonne étape. Mais vous savez qu'en France, on n'est pas forcément les bons exemples déjà, puisqu'on enfouit 50% du plastique sous terre encore. Il n'y a que 50% du plastique qui est recyclé. Donc on a encore, même en Europe, beaucoup d'efforts à faire en la matière. Et pour vous donner quelques chiffres quand même sur les actions qu'on peut mener, qui sont toutes simples. Aujourd'hui, à peu près, si vous arrêtez de boire de l'eau dans ces bouteilles d'eau là qui sont devant vous, si vous arrêtez d'utiliser des sacs plastiques, et il y a des solutions. Kersozon, par exemple, il embarquait 200 litres de vin en bouteille dans son bateau pour son premier tour du monde, et ils ont quand même gagné. Donc ça n'a pas nuit à l'équipage, et sans le savoir, il ne polluait pas le Kersozon. Bon, ça a changé un petit peu après, mais voilà, boire de l'eau dans les bouteilles en verre, ça a déjà plus de sens. Avoir des gourdes, ça, c'est vraiment le bon geste, d'avoir sa gourde avec soi, et personne, pour l'instant, a ce réflexe. Mais si vous ne buvez plus ces putains de bouteilles d'eau, si vous ne consommez plus ces sacs plastiques, vous allez éviter 40% de la pollution des océans. Donc évidemment, il faudrait que toute la planète le fasse, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de faire grand-chose déjà pour que ça change radicalement.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Après cet état des lieux sur nos océans, il est temps de marquer une pause. Donc je vous invite tous à sortir de l'amphithéâtre. Et donc juste pour rappel, la vidéo du pape sera diffusée à 17h10. Vous pourrez encore rentrer dans l'amphi pendant cette vidéo. À 17h20, reprendra la deuxième partie du TEDx avec notre premier speaker. Voilà. Donc en sortie, vous retrouverez la présidente et la vice-présidente Chloé et Solène qui vous accompagneront au cocktail.